Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui a pour titre « Pourquoi intégrer l'IA dans vos solutions ?» Alors, ce webinaire, il est essentiellement destiné à vous, éditeurs de logiciels. Donc, il existe deux types d'éditeurs de logiciels. Ou vous faites de l'édition de logiciels pour vos besoins propres, pour une application dans votre entreprise. Soit l'édition de logiciels est votre cœur de métier et vous créez des logiciels pour les vendre à vos clients. Quelle que soit cette configuration, en fait, qu'est-ce qu'on demande à un éditeur de logiciels? C'est avoir un gain de temps, d'efficacité, se démarquer de la concurrence. Et pour ceci, une des valeurs ajoutées, de l'IA est de pouvoir justement faire fi de la concurrence et d'apporter beaucoup plus de choses que ce que peut faire les concurrents sur le marché ou à l'intérieur de votre entreprise, apporter une valeur ajoutée également à vos collaborateurs. Donc, on parle d'intelligence artificielle, certains parlent d'intelligence augmentée. Bon, quel que soit le terme que vous voulez utiliser, ça va être démontré dans ce webinaire comment IBM va pouvoir vous aider sur ce domaine. Une petite précision concernant les questions avant de commencer à regarder le sommaire. Donc, si vous pouviez ou nous poser les questions oralement à la fin du webinaire, ou alors vous pouvez les poser par écrit, et afin de pouvoir les concaténer facilement, si vous pouviez les adresser directement à Linda à travers l'adresse VMARC France. Voilà. Ceci étant dit, donc un petit tour sur le sommaire. On va commencer par un tour de table, ça c'est habituel. Je ferai après une présentation succincte de VMARC. Pascal parlera de la proposition de valeur d'IBM pour vous, éditeurs de logiciels. Le rôle de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence augmentée dans le développement sera traité par Vincent. Le Customer Care par Thomas. Vincent reprendra la main pour l'industrialisation de la data science. Une petite conclusion rapide. Et enfin, la partie questions-réponses. Donc, on va commencer par faire un petit tour de table. Donc, Pascal, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr, Marc. Donc, Pascal Garabédian, IBM France. Donc, je travaille au sein de la direction écosystème qui est en charge des partenariats technologiques avec l'ensemble des acteurs. Et je suis ravi d'être avec vous ce matin. Vincent. Oui, bonjour, Vincent Perrin. Je suis directeur technique de l'entité IBM Écosystème et je suis également ravi d'être avec vous ce matin. Thomas. Donc, Thomas Donien, moi je suis chez IBM Technologies, le responsable commercial des offres d'intelligence artificielle pour la France. Voilà, et donc moi-même, Marc Sanvoisin, je suis ingénieur commercial et business developer chez VMARC pour les produits IBM. Donc, je vous ai dit que j'étais chez VMARC. Donc, en quelques mots, une petite présentation de VMARC pour peut-être quelques auditeurs qui ne nous connaissent pas encore. Donc, VMARC a été créé en 2003 à la demande d'IBM pour faire de la vente, de la distribution d'une solution qu'IBM venait d'acquérir qui était Informix. Par la suite, IBM a élargi son catalogue de distribution à travers VMARC. Ainsi, VMARC peut distribuer tous les logiciels d'IBM. En 2007, VMARC est devenu revendeur de solutions d'IBM. Alors, quelle est la différence entre distributeur et revendeur? Les distributeurs s'adressent à des partenaires, c'est-à-dire que l'on vend en OEM des technologies d'IBM que vous, partenaires, pouvez encapsuler dans votre solution et ainsi vendre votre solution, incorporant quelques briques technologiques d'IBM. Le revendeur s'adresse à des clients finaux qui vont, eux, utiliser les technologies d'IBM à leur fin propre. Une base de données, un outil de statistiques, un outil de développement, etc., pour vous. Voilà la différence qu'il y a entre partenaires et clients, et VMARC a cette double casquette. Donc, VMARC, mis à part vendre ou distribuer des logiciels, peut également vous accompagner sur de la formation, sur du conseil, sur du service. Le spectre de clients de VMARC est très, très large.
Néanmoins, vous, éditeurs, vous faites partie de la grosse branche, si j'ose dire, du tronc VMark. Beaucoup d'éditeurs travaillent avec VMark, que ce soit en partenaire ou en client. Voilà, c'est une présentation très, très succincte. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais demander à Pascal de nous parler un peu de la proposition de valeur. Merci Marc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement ajouter, là, avec Vincent, on fait partie de cette division écosystème, et c'est vrai que la division écosystème au sein d'IBM s'est fortement renforcée depuis 2 ans, sous la houlette de notre président Arvind Krishna, qui a souhaité faire de l'écosystème non seulement le cœur de la stratégie, mais il dit même lui-même que l'écosystème, c'est la stratégie d'IBM. Hein, donc, c'est vraiment plus qu'un élément dans la stratégie, c'est totalement la stratégie. Donc, dans ce cadre-là, nous avons été amenés à bâtir une proposition de valeur pour les éditeurs de logiciels, donc, qui se résume en 5 piliers, 5 grands piliers que vous pouvez voir sur ce slide. Si on commence à droite, le premier pilier, c'est d'insuffler de l'innovation dans les solutions de nos partenaires. Donc, ce matin, on va évoquer un sujet évidemment très, très important qui est l'intelligence artificielle, mais on est capable, bien entendu, d'accompagner les éditeurs de logiciels dans d'autres domaines technologiques. Je pourrais citer l'automatisation, la cybersécurité, le cloud hybride, tout ce qui tourne vraiment autour de ces thèmes-là. Donc ça, c'est vraiment un premier axe majeur dans l'accompagnement des éditeurs, c'est d'apporter de l'innovation. Le deuxième grand pilier qu'on voit en haut, c'est une aide pour vous permettre de réduire vos coûts et vos délais de commercialisation. Alors, comment ça s'exprime? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez besoin d'enrichir vos solutions avec des nouvelles technologies, en gros, vous avez 3 options. Soit vous décidez de bâtir vous-même ces technologies, donc ce qui prend quand même un certain temps, nécessite certaines compétences, et puis ce n'est peut-être pas nécessairement votre cœur de métier. Soit vous décidez de faire une acquisition de société qui dispose de cette technologie, mais là encore, ça prend aussi un certain temps, il y a un certain coût associé. Et puis, il y a le troisième scénario, qui est celui qu'on partage le plus souvent avec nos partenaires, qui est de bâtir des partenariats industriels avec un acteur comme IBM qui dispose déjà de ces technologies. Et ça, généralement, ça permet d'aller plus vite et d'optimiser les coûts de fabrication des solutions. Donc ça, ce sont vraiment les 2 premiers piliers de la proposition de valeur. Le troisième, il est plus pour vous aider à développer vos ventes, comment on peut vous accompagner. Donc là, on n'est plus du tout dans une proposition de valeur technologique, c'est plus comment, à travers des actions de communication diverses et variées, on va permettre une meilleure visibilité de vos solutions sur le marché, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et puis, on a aussi des programmes d'accompagnement marketing pour vous aider à faire des campagnes, pour aussi un certain nombre de partenaires, dès lors qu'ils ont déjà une relation business plus étroite, d'avoir aussi des budgets de marketing que l'on peut mettre à disposition aussi pour un certain nombre d'actions. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de vous aider à développer le business et évidemment dans une logique gagnante-gagnante. Hein. Toutes les ventes additionnelles que vous faites auprès de vos clients, normalement, ça doit aussi rapporter une partie à IBM. Et au-delà de ces 3 premiers piliers, on a en bas 2 piliers qui sont plus transversaux. Un premier qui est d'accompagner nos partenaires éditeurs dans la mise au point de leurs solutions technologiques avec les technologies IBM. Donc, ça passe par l'accès à des ressources techniques qui peuvent accompagner, et ça passe aussi par la mise à disposition de fonds qui peuvent être des crédits cloud, qui peuvent être des ressources techniques, là aussi. L'idée étant que vous puissiez, sur des technologies que vous découvrez, bénéficier d'une accélération avec des ressources expertes de la part d'IBM. Et là aussi, ça permet aussi de sécuriser les projets, de réduire vraiment les risques associés à la conception de solutions innovantes. Et puis, le dernier axe, c'est l'aspect contractuel. On a un contrat chez IBM qui s'appelle l'ESA, Embedded Solution Agreement, qui est un contrat vraiment particulièrement pertinent pour les éditeurs de logiciels, qui permet donc de travailler sur l'embarquement de technologies logicielles, qu'elles soient on-prem ou SaaS, dans vos solutions. Et il y a une très, très grande flexibilité dans les business models.
pour ça que je disais que c'est vraiment un contrat qui est adapté aux éditeurs, c'est-à-dire plutôt que d'être sur des métriques techniques classiques, comme avec beaucoup d'éditeurs logiciels, on est capable de s'aligner sur vos métriques, c'est-à-dire la façon dont vous allez tarifer vos logiciels auprès du marché. J'ai un exemple en tête dans le domaine de la santé, où avec un éditeur de logiciels qui avait déjà une solution et il tarifait ses logiciels en fonction, par exemple, du nombre de lits dans un hôpital. On a été capable d'avoir de notre côté, sur des technologies logicielles IBM, ce type de contrat où plutôt que d'être sur des métriques techniques, eh bien, on a tarifé notre logiciel en fonction du nombre de lits dans un hôpital. Donc, vous voyez vraiment beaucoup de flexibilité. Donc, voilà les 5 grands piliers, pour faire rapide, de la proposition de valeur d'IBM pour les éditeurs logiciels. Et puis, bien entendu, je suis à votre disposition plus tard dans le webinar pour compléter et pour approfondir tel ou tel thème. Merci Pascal. Donc, on va donner la main à Vincent, donc, qui va nous faire une petite introduction sur le rôle de l'IA dans le développement. Merci Marc et merci Pascal pour l'introduction. Effectivement, vous, en tant qu'éditeur de logiciels, votre valeur et votre consistance sur le marché, et là, ce pourquoi les clients viennent vous voir, c'est les fonctionnalités que vous leur amenez. Et on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, et vous pouvez le voir tous les jours dans la presse et dans les éléments qui sont remontés, n'est plus une priorité comme ça a pu l'être dans les années passées, où effectivement, les éditeurs de logiciels, les clients avaient dans leur liste de priorités l'implémentation de technologies à base d'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui devenu une nécessité fondamentale pour de multiples raisons, à la fois pour accompagner pour un certain nombre d'organisations des transformations dans celles-ci, pour améliorer la productivité, automatiser un certain nombre de tâches, optimiser les coûts, bien entendu, des structures, améliorer l'expérience client et potentiellement, dans un certain nombre de cas, l'expérience collaborateur. Et on s'aperçoit, dans la discussion que j'ai et que mes collègues ont avec un certain nombre d'éditeurs de logiciels, que l'ajout de technologies à base d'intelligence artificielle vient encore complémenter, augmenter celle-ci. Et c'est vraiment une capacité qui vient au cœur de vos solutions, non pas pour les remplacer, mais pour les augmenter, améliorer, de la même manière que l'IA peut le faire pour certains clients, elle le fait pour les éditeurs de logiciels tels que vous, les interfaces utilisateurs, vous le verrez dans quelques instants par Thomas dans nos approches conversationnelles, mais également de dire votre application potentiellement travaille avec des données, génère de la donnée, collecte de la donnée, comment je vais être capable de plus facilement valoriser celle-ci. Et c'est là où l'intelligence artificielle va permettre de rendre vos applications plus ergonomiques, plus simples à utiliser dans un certain nombre de cas, plus performantes en termes de fonctionnalités, et sont aussi demandées par les utilisateurs en tant que ça devient une nécessité pour moi de dire comment je peux tirer plus parti des applications que j'ai en mon sein et comment je peux les utiliser plus facilement. Et c'est là où on s'est fait fort, et vous le verrez dans la suite de la présentation, de comment nous, acteurs technologiques, fournisseurs de solutions technologiques, pouvons aider des éditeurs de logiciels tels que vous à faciliter l'implémentation, la mise en situation dans le cœur de vos applications de technologies, de capacités à base d'intelligence artificielle qui sont diverses et variées, qui évoluent extrêmement rapidement et qui, ce sera le sujet de mon topo, de parler de l'industrialisation de cela. C'est pas que ça soit une tâche complexe pour vous de dire tiens, ça serait intéressant de tirer parti de l'intelligence artificielle, et comment on peut vous le rendre facilement accessible, facilement abordable. Thomas, je te laisse détailler un peu plus toute cette partie conversationnelle et expérience utilisateur. Oui, absolument. L'idée générale, merci beaucoup Vincent. L'idée générale, c'est l'intelligence artificielle, c'est fait pour quelque chose. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'est prendre soin du client, prendre soin des employés,
en l'occurrence, dans un monde d'édition de logiciels, prendre soin des utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Donc, je vous cite quelques exemples clients ici. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la logique du changement de l'expérience utilisateur. On verra après ce que ça veut dire. Mais par exemple, chez nos clients, il y a améliorer l'expérience client. Vous appelez un call center. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez attendre plusieurs minutes, voire dizaines de minutes. Peut-être qu'au passage, on pourrait simplifier un peu les choses. C'est ce qu'on appelle la modernisation des call centers. Permettre de suppléer sur des questions, on va dire simples, l'échange que l'on pourrait avoir avec la personne côté call center, donc décharger un peu le call center. L'expérience client, c'est aussi avoir une capacité de créer un concierge qui a un potentiel de discussion avec les clients, vous comprenez un peu le principe, donc de permettre à des clients de rentrer sur un vocabulaire commun, et bien, de pouvoir discuter avec une entreprise pour poser des questions, pour éventuellement faire des opérations. Et on le verra, ce qu'on appelle le self-service, par exemple, tout à l'heure. L'expérience employée, on voit pas mal d'exemples dans le monde RH. En fait, finalement, prendre soin des utilisateurs, c'est les clients, c'est les employés et bien sûr, pour vous, les utilisateurs de vos applications. Donc maintenant, deuxième élément que je voudrais vous partager, c'est le fait que les applications, si on passe au chart suivant, Marc, s'il te plaît. Ouais, merci beaucoup. C'est le fait que l'application est faite pour tous. L'IA permet l'hyperpersonnalisation des usages. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir un niveau de réflexion différent sur la manière dont on veut concevoir ces applications sans remettre en cause le premier point. C'est quelque chose on top, en plus, qui permet effectivement, en embarquant l'IA, de donner cette hyper-personnalisation, de comprendre l'usage de l'utilisateur et reprendre cet usage dans les questions suivantes. 4 grands piliers: informer, guider, conseiller. Et comme je disais, la conclusion de tout ça, c'est prendre soin. C'est vraiment ça l'objectif de base. Informer, c'est de donner des capacités à un client d'être informé, de s'informer plus précisément sur le fonctionnement de telle fonction, de tel besoin. Et donc, c'est tirer bénéfice d'une question, éventuellement d'un corpus de documents, et de compiler ce corpus de documents au sein de ces questions. Et pour répondre à ces questions plus précisément. Guider. Guider, ça, c'est, je trouve, quelque chose pour moi, de très fort, notamment et on le verra après, dans le monde de l'édition de logiciels. C'est la possibilité de bypasser les écrans utilisateurs et d'utiliser les API d'utiliser les API, si vous voulez, de votre application pour permettre au sein du dialogue de réaliser une transaction. Ça peut être un exemple très, très intéressant, scripté, si vous voulez, la manière dont on va rentrer une transaction et donc finalement guider l'utilisateur qui n'est pas forcément toujours formé ou qui a peut-être oublié la manière d'utiliser votre application, de le guider et ainsi permettre une interaction beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus naturelle, en langage naturel notamment. Conseiller, c'est le fait que là, derrière ça, au travers du langage naturel et au travers de modèles mathématiques que Vincent vous décrira après, de permettre des conseils, de taguer par exemple des transactions, de permettre des conseils de catégoriser des transactions. On verra ça tout à l'heure de toutes les manières. Et tout ça pour prendre soin. Le fait c'est que cette hyper-personnalisation, Forrester l'a évoqué, l'interaction personnelle d'un utilisateur, d'un client, d'un employé guidé par l'IA, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus s'infiltrer, se mettre dans le monde professionnel tel que nous le vivons tous les jours.
Je propose à ce qu'on passe au chart suivant. Donc là, on va zoomer sur les éditeurs et je voudrais juste vous donner un exemple d'une application. Donc, cette application, normalement, c'est un film qui défile. Cette application, c'est une application de risque et de conformité. Voilà, merci. Donc, les navigations, c'est passer par les menus, techniques, fonctionnels, éventuellement demander de l'aide. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en fait, derrière ça, on peut aussi envisager de brancher l'IA, donc de faire de brancher un assistant. Donc moi, là en l'occurrence, l'assistant s'appelle Grace. Et Grace, on va lui poser une question. Mais qu'est-ce que c'est qu'un incident? Et voilà, là, je suis typiquement informé. Et non seulement informé, mais en plus, on a glissé à l'intérieur le fait qu'on voulait être guidé vers la transaction. Et quand on clique vers ici, here, à ce moment-là, on va pouvoir avoir accès à cette transaction. Autre type de question, donc on a le quoi, mais on peut aussi avoir le comment. Comment entrer un assessment de risque, en l'occurrence. Il peut guider, là encore, dire de quoi voulez-vous parler, je demande une précision. Et là, à nouveau, il redéfinit, donc il informe et il guide pour dire la transaction, plutôt de passer par le menu, vous pouvez cliquer ici et vous avez accès à la transaction en question. Donc, ça, c'est un premier mode d'échange. Et ce mode d'échange, vous comprenez très rapidement que quelqu'un qui n'est pas forcément formé, au travers de cet échange-là, a accès de manière personnalisée à l'information qu'il souhaite. Et ça, au sein de votre application. Deuxième exemple, c'est un exemple justement d'être guidé, mais de rentrer une transaction en dehors de l'application tout en interagissant avec l'application. Donc, voilà. Donc, typiquement, je voudrais entrer une transaction financière. Bonjour Thomas, donc c'est moi. Paiement instantané, c'est je précise ce que je veux. Et puis, en passage, je me suis dit, tiens, sur mon compte, j'ai besoin d'un chèque. Donc, je dis que j'ai besoin d'un chèque, j'interromps ma discussion. Puis, je finis par passer ma transaction, puisque le chatbot est intelligent, revient. Et en fait, ça y est, c'est terminé. On a passé la transaction et je peux continuer mon dialogue avec la banque. Avec en l'occurrence l'application qui permet de passer une transaction donc du core banking vers, typiquement l'application core banking dans cet exemple-là va intégrer cette transaction. Donc vous voyez tout de suite quelque chose qui bypasse l'écran et permet par du langage naturel et du scripting d'aboutir finalement à la même chose. Alors, la chose qui est intéressante là-dedans, j'ai été pas à pas et je vous ai montré toutes les étapes dans mon échange vidéo, là, dans l'échange vidéo, mais on peut très bien dire, je voudrais passer une transaction depuis mon compte 1 vers le bénéficiaire Toto pour un montant de temps demain. Et là, il va me demander de confirmer éventuellement. Donc, je peux, non seulement l'intelligence artificielle est capable de compiler, si vous voulez, l'intégralité du dialogue que j'avais qui est scripté, si vous voulez, dans Watson Assistant, finalement. Mais on peut aussi envisager de créer un nouvel employé, on peut envisager de rentrer une RTT, etc., et appeler les API de l'application, évitant à l'utilisateur de passer systématiquement par les écrans de saisie. Donc ça, c'est une deuxième possibilité, c'est guider. Troisième possibilité, conseiller. Alors conseiller, là, je vous donne un exemple toujours dans le monde du risque. Je rentre une description, cette description parle de fraude, de collusion, etc. Et je demande au travers, d'un écran, donc au travers d'un sujet d'écran, l'aide de Watson pour justement lire cette description et me catégoriser le risque potentiel. Et là, il me propose effectivement, par rapport à un apprentissage, de caractériser le risque en disant que c'est un facteur de type AML, que l'exemple… Voilà, et en prime me scorer, donc m'expliquer, si vous voulez, le pourquoi Watson a choisi ça. Et du coup, je choisis en conscience, avec l'explication, je choisis en conscience la possibilité d'enrichir, si vous voulez, le caractère analytique de mon information.
Donc, conseiller, c'est typiquement ce qui est fait là. Et ça, c'est intéressant puisqu'il met en jeu la lecture de texte et les modèles mathématiques. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue. De quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé de Watson Assistant, mais qui a utilisé Watson Discovery. Watson Assistant, c'est le dialogue. Watson Discovery, c'est toute la partie extraction d'informations depuis des textes. On peut aussi brancher la logique de questions-réponses, non seulement par l'écrit, mais par l'oral aussi. Et tout ça, c'est ce que l'on s'est proposé dans nos solutions. Je vous propose de passer la main à Vincent, où on va descendre sur la dimension data science. Merci. Effectivement, merci Thomas. On a vu là une IA pré-entraînée, pré-packagée pour un cas d'usage spécifique qui va vraiment toucher à toute la partie expérience utilisateur ou collaborateur, suivant le sens de l'application. Là, je vous propose qu'on rentre dans la partie data science. Alors, IBM a tout un outillage pour aider les organisations et les éditeurs de logiciels tels que vous sur la thématique de construction des modèles. Et je voudrais échanger avec vous sur une thématique qui, moi, me paraît fondamentale aujourd'hui, qui est toute la thématique d'industrialisation. Alors, juste pour faire une petite introduction, une brève introduction un peu humoristique au travers de cette image-là, qui caractérise un peu ce que certains considèrent sur le machine learning comme j'ai des données, je crée un modèle, il n'est pas bon, il ne répond pas réellement aux attentes que je peux avoir en termes de performance ou autre, je rajoute des données. Ça, c'est l'approche qu'on pourrait considérer comme naïve ou limitée en termes d'approche. Et c'est un peu ça qu'il faut que vous ayez en tête sur cette approche d'industrialisation, c'est que c'est quelque chose qui doit être profondément ancré dans la conception de solutions à base de ce type de technologie, parce que ce n'est pas juste je rajoute des données dans un modèle qui va faire que le modèle va réellement être performant. Et c'est surtout que dans un certain nombre de cas, il y a d'autres thématiques, on y reviendra par la suite sur toute la notion autour de la confiance de la donnée, mais aussi l'expertise de la personne qui est potentiellement sur le haut de la petite montagne de données qu'on voit ici, qui peut être chez vous, mais qui peut être aussi chez le client qui va utiliser votre solution, en disant je lui ai mis à disposition des capacités de data science, est-ce que c'est la bonne personne, comment je vais pouvoir l'aider, comment je vais pouvoir le guider, comment je vais pouvoir automatiser la chose. Bref, passer cette thématique de la data science à l'échelle en termes d'usage, en termes de confiance. Marc? Ce qu'on s'est aperçu au fil des années, c'est que de manière globale, et pas uniquement pour les éditeurs de logiciels, il y a un certain nombre de freins à une adoption profonde de l'intelligence artificielle, et je dirais même une saine adoption de l'intelligence artificielle. Le premier, et on le sait tous, et moi en tant que directeur technique gérant un certain nombre d'équipes, je le vois, c'est la problématique d'expertise et la problématique de talent. Alors, à la fois de les avoir en son sein, dans son organisation, et de les faire monter, de les tenir à jour sur les technologies d'intelligence artificielle, et dans un certain nombre de cas, de les recruter. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est toute la problématique autour de la donnée intrinsèque. Et vous, en tant qu'éditeur de logiciel, cette donnée, elle peut provenir de votre application, parce que vous collectez de l'information, parce que vous créez, générez de l'information, puis elles peuvent venir aussi du système d'information du client qui a déployé votre solution, et donc d'un certain nombre de silotages qui vont, dans un certain nombre de cas, pas forcément faciliter la consommation de ces données-là et l'usage de ces données. Il y a un autre élément, et c'est là où, et ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments sur lesquels on essaye d'amener notre savoir-faire, c'est toute la thématique de l'outillage en termes de plateforme, en termes de développement, de cycle de vie de ces modèles-là. Et on le voit. Voilà. Globalement, non, c'est très bien, Marc. Globalement, c'est là où entre alors un jargon de data scientist qu'on appelle le model ops ou le MLOps suivant l'interlocuteur, qui est globalement comment je vais amener ce qu'on a ces dernières années fortement développé autour du développement logiciel, c'est-à-dire le DevOps, automatiser, lier les développements, les opérations dans une boucle continue, itérative dans le cycle de développement, dans
la thématique de l'intelligence artificielle et également de connecter cette approche MLOps et DevOps dans une approche globale. Et c'est là où, de par notre savoir-faire, de par les plateformes et les services technologiques que l'on peut vous amener, vous, éditeurs de logiciels, vous permettre de rentrer dans cette dynamique-là. On le voit, le MLOps va toucher trois grands thèmes. Le thème de la donnée, que je vous expliquais précédemment comme étant un des freins à l'adoption, c'est comment je vais faciliter l'accès, la visualisation de l'ensemble de mes données que votre application peut générer, données qui sont dans le système d'information, et les rendre accessibles de manière la plus simple possible pour votre application, mais également pour les consommateurs de modèles de data science dans votre application, suivant les degrés de liberté que vous voulez leur donner. Dans cette approche collecte, il y a aussi toute la thématique de préparation de la donnée. Alors, quand on parle d'un des data scientists, ils savent, et ce n'est pas forcément la meilleure partie de leur métier, ils passent énormément de temps à préparer la donnée, de 60 à 80% de leur temps juste sur cette thématique de préparation de données. Le deuxième élément, c'est toute la thématique qui va tourner autour du modèle prédictif, prescriptif, suivant les cas. Donc là, on rentre dans ce que le data scientist affectionne, c'est je vais concevoir un modèle utilisant différentes algorithmiques en fonction des besoins. Est-ce que je vais vouloir faire une régression? Est-ce que je vais vouloir faire une classification suivant les cas de données, suivant la typologie et la structure des données? Donc, je vais construire mon modèle, je vais l'entraîner, je vais devoir le déployer et je vais devoir le monitorer. C'est un peu le cycle de vie qui va tourner autour du data scientist qui travaille dans cette phase-là. Et tout ça, il y a un certain nombre d'éléments qui vont nécessiter de l'automatisation, il y en reviendra, qui vont nécessiter du monitoring, comment je vais suivre la vie de mon modèle. Parce que la particularité d'un modèle d'intelligence artificielle, c'est aussi pour ça que le lien avec le DevOps est intéressant, c'est qu'on n'est pas fondamentalement dans une phase de run puis de build. On a mergé le run et le build parce que le modèle d'intelligence artificielle, il évolue constamment, les données évoluent, donc le système réapprend, le système évolue, et donc comment je vais m'assurer que mon modèle ne dérive pas par rapport aux données initiales, comment je vais être capable, pourquoi pas, d'amener de l'explicabilité. Ça peut être intéressant pour vous, éditeurs de logiciels, qui disent déjà aujourd'hui, j'ai mis en place dans mon application un certain nombre de modèles de data science qui vont faire de la prédiction, pourquoi pas de la prédiction de vente, si vous avez une application de type Salesforce. Si vous avez une application plutôt de supply, de faire de la prédiction en disant ça serait intéressant de livrer tel ou tel magasin, ou je fais tel plan d'optimisation de couverture. Mais l'utilisateur final, dans cette thématique de confiance que vous voyez sur ce site, peut se poser la question de dire mais pourquoi ce modèle qui m'a été conçu me propose ça? D'amener une approche d'interprétabilité ou d'explicabilité. Et le dernier élément qui est important, qui cercle un peu tout ça, c'est comment j'amène de l'automatisation, comment j'amène de la transparence sur tout ce cycle de vie de l'intelligence artificielle et des différents modèles que j'aurais conçus au sein de mon application, ou potentiellement pour le data scientist ou pour l'utilisateur final. Arc, si on rentre un peu en deep dive dans ces éléments-là, premier élément sur cette approche de données, oui, l'intelligence artificielle, la data science ne marche qu'à base de données. Le premier élément, là, on aide fondamentalement les organisations, c'est sur cette approche self-service. Si dans votre application, vous avez la velléité de donner à l'utilisateur final la capacité de concevoir des modèles, on en parlera dans quelques instants, l'accès aux données, c'est important. Avoir des briques qui vont m'amener l'accès à des données distribuées sur différents systèmes, amener des capacités de vérification sur la qualité de la donnée, sur la préparation de la donnée, sur toute la thématique de confidentialité de cette donnée-là, parce que peut-être que votre application va chercher des sources de données différentes, va rendre accessible à l'utilisateur final des sources de données différentes. Est-ce qu'il y a réellement droit? Prendre les contrôles d'accès que vous pouvez avoir dans votre application, les transférer sur la visibilité des données, pour dire il va créer des modèles, il va avoir accès aux mêmes référentiels de données, mais il ne va pas avoir accès aux mêmes informations. Et potentiellement, derrière, mettre en place un mécanisme de collaboration, de demande d'accès, etc. Marc. L'autre élément, alors que
les gens considèrent souvent comme centrale, c'est toute la thématique des modèles. Là où on va accompagner et on vous accompagne en tant que fournisseur technologique, c'est dans la phase de conception. Si vous êtes dans une démarche où vous concevez les modèles vis-à-vis de vos clients, pour fournir un cadre logiciel qui est intéressant, basé principalement sur un certain nombre de solutions open source qu'on industrialise, qu'on amène à l'entreprise, mais aussi toute une thématique autour de ce qu'on appelle l'auto-ML ou l'auto-AI chez nous. C'est de dire, ce n'est pas forcément que des data scientists, des purs data scientists qui vont utiliser et vouloir concevoir des modèles. Et c'est vrai pour vos équipes, comme ça peut être vrai directement pour votre client. C'est ce que les grands analystes appellent des citizen data scientists. C'est des gens qui ont une appétence, une compréhension des algorithmes, une compréhension d'un certain nombre de métriques, mais qui, globalement, n'ont pas forcément envie de passer tout leur temps à entraîner des modèles, à écrire du code en Python ou en R. C'est plutôt du low-code, mais qui va amener de données brutes directement, des modèles qui potentiellement peuvent être directement déployés, consommés de manière extrêmement simple. Et les 3 autres éléments, c'est beaucoup plus lié à la thématique de confiance. Alors, suivant la thématique de données, la typologie des données, si c'est des données personnelles, toute la thématique de l'équité, les Américains parlent de fairness, c'est je conçois des modèles, mais est-ce que ces modèles, je peux garantir qu'ils ne vont pas discriminer telle ou telle population? Le deuxième élément, qui lui est intéressant dans presque toute typologie de modèle, c'est toute la thématique d'explicabilité. Je prends un exemple qui est peut-être un peu déconnecté de votre monde, mais je octroie un prêt à un client, le système me dit que le prêt est refusé. Alors, je peux dire à mon client le prêt est refusé, mais si je suis capable de, moi, conseiller financier, de comprendre pourquoi le prêt est refusé en fonction de ses paramètres et de son profil, je peux me servir de cet argumentaire-là pour peut-être faire de l'upsell, peut-être faire du cross-sell, peut-être travailler son dossier un peu différemment que, désolé, le prêt est refusé, merci d'aller voir un confrère ou changer votre projet immobilier ou autre. Et le dernier élément, c'est plus un élément lié à la sécurité, donc suivant les cas d'usage, surtout si vous travaillez sur de l'image, par exemple. Comment je m'assure que mon modèle est assez robuste en fonction des évolutions qu'il peut y avoir sur les données ou potentiellement d'attaques qui peuvent être amenées sur des données. Marc. Dernier élément pour conclure sur cette thématique et ce triptyque, c'est toute la thématique du process. Là, où on va aider, c'est comment j'orchestre tout ce cycle de vie de mes modèles d'intelligence artificielle, allant de la donnée à la construction des modèles. Comment j'amène de la transparence vis-à-vis des utilisateurs? Parce que ça peut être dire tout ce que, Vincent, tu m'as présenté en amont, data et autres, on l'a déjà, ou globalement, ce n'est pas à l'utilisateur final qu'on va le donner, mais c'est intéressant pour nous. Mais par contre, la notion de comment je rassure, comment j'intègre toute une transparence dans mon cycle de développement de mes modèles que je peux mettre à disposition de manière extrêmement simple auprès de mes utilisateurs finaux, c'est aussi un moyen de concourir à la confiance. Bref, c'est comment j'amène de la gouvernance sur cette thématique, parce que mes modèles évoluent, il y a des versionnings qui peuvent avoir lieu, il y a peut-être des gens qui vont aller chercher des modèles dans votre application, en disant, tiens, il y a ce modèle qui a été conçu, je vais l'appliquer sur mes données et je vais voir ce que ça donne. Ou non, il y en a peut-être un autre qui est intéressant. Mais pour faire le choix, j'ai besoin d'avoir de l'information, j'ai besoin d'avoir des faits. Et c'est toute cette thématique de transparence est intéressante. On fait souvent, quand on présente un peu plus en détail, le pendant avec le Nutri-Score qu'on a sur les parties alimentaires, qui va donner une transparence sur la provenance de ce modèle, comment il a été entraîné, quels sont ses éléments de performance, quels sont les éléments, les KPI qui sont liés à l'explicabilité, etc., etc. Marc. Pour conclure, l'approche qu'on a, et vous le voyez, il y a différents éléments qui concourent à cette approche d'industrialisation. On a souhaité, au travers de notre plateforme de data et d'IA, d'avoir une approche modulaire pour à la fois permettre de plus facilement s'intégrer dans des approches de type éditeur de logiciels. Vous avez déjà des briques, comment on peut venir les complémenter, comment on peut venir les augmenter. Et aussi s'accrocher à l'approche de maturité et du besoin que vous avez aujourd'hui, parce que votre besoin peut être itératif et évoluer.
Il y a un nom, la thématique qui m'intéresse fortement aujourd'hui, c'est la thématique de confiance, c'est plutôt la thématique de gouvernance, c'est plutôt la thématique de compliance ou de construction avec l'auto-AI, auto-ML. Vous allez pouvoir prendre ces griffes-là et les intégrer le plus facilement possible dans votre application. Et c'est ce que vous voyez un peu en dessous en termes d'infrastructure. On a souhaité, et c'est une démarche qu'on a entrepris maintenant depuis un certain nombre d'années, de refondre nos stacks logiciels, et en particulier celle-ci, à la fois sur le paradigme de la conteneurisation, c'est des conteneurs que je vais pouvoir déployer, et de dire l'environnement d'exécution, il est divers et varié. Il y en a qui l'utilisent on-premise, il y en a qui l'utilisent sur des plateformes cloud, plutôt à voir les consommer un service. Donc, de laisser une liberté de choix à ça pour pouvoir permettre de le faire le plus facilement possible pour vous. Voilà, en quelques minutes, cette approche autour de l'industrialisation de la data science. Merci Vincent. Donc, une petite, très très rapide conclusion, et je veux surtout ne pas paraphraser mes co-présentateurs. Donc, comme vous l'avez vu, un des rôles de l'IA, c'est d'assister les clients pour une prise de décision, avec des modèles simples et pertinents, et surtout, et Thomas l'avait bien précisé, l'hyper-personnalisation de l'expérience des utilisateurs clients. Donc, l'IA, c'est aussi clé pour vous, éditeurs de logiciels, pour apporter des fonctionnalités avancées, pour exploiter les données, prédire, prescrire, etc. Mais pour qu'il y ait une véritable valeur, hein, c'est ce que précisait Vincent tout à l'heure, pour qu'il y ait une véritable valeur, il faut vraiment qu'il y ait un passage à l'échelle, donc que ça ne soit plus un gadget, mais vraiment quelque chose d'industrialisé. Donc, par cette petite conclusion, on va finir cette présentation. Donc, nous allons passer à la partie questions-réponses. Linda, je vais te donner la main, savoir si… Alors, je vous présente Linda. Hein. Linda est la directrice de VMark France. On n'a pas eu l'occasion de la voir et de l'entendre pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. Linda, je te laisse gérer la partie questions-réponses. Je prends la main. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier les speakers pour leur participation à ce webinaire très intéressant. Merci beaucoup. Alors, je vais partager avec vous les questions qu'on a reçues sur le sujet abordé ce matin. Alors, une toute première question. La prise en main de ces solutions est-elle facile? Alors, sans jeu de mots, qui prend la main? Moi, je vais prendre la main, Linda, sur les éléments que j'ai présentés, et peut-être laisser Vincent compléter par la suite. La dimension conversationnelle et la dimension extraction de connaissances de textes non structurés, donc d'éléments non structurés, c'est quelque chose qui a été conçu pour un utilisateur final métier. Donc, le premier élément, c'est que les premiers gestes sur cette plateforme, et des gestes majeurs hein, qui peuvent aller assez loin dans la logique, et avec toute l'assistance de l'IA possible à l'intérieur de l'application, ce sont des business utilisateurs, des utilisateurs métiers qui font en fait le montage de ces dialogues tels que vous les avez vus. Et derrière, l'IA va assister pour compiler les dialogues, pour regrouper, pour comprendre, catégoriser, etc. Donc, la réponse est simple d'usage et extensible. L'extensibilité, c'est de la programmation, hein, mais l'extensibilité arrive souvent dans les 10% restants dans un projet, par exemple, ou pas d'ailleurs. Tout simplement parce que l'application est assez puissante pour qu'un business utilisateur puisse faire le travail. Vincent, tu veux compléter ou Non, mais je pense que c'est parfait ce que tu as dit. Effectivement, ce qu'on est vraiment, et quand je vous évoquais la partie auto-ML, par exemple, tout à l'heure, on est vraiment dans une approche de vouloir massifier l'utilisation, parce qu'on en a la profonde conviction de l'importance et de la nécessité, comme je l'évoquais tout à l'heure, de l'IA. On s'est fait fort que ça soit simple pour des éditeurs de logiciels d'encapsuler
d'infuser nos technologies, nos capacités technologiques dans vos solutions et que ce soit simple également pour les utilisateurs finaux de les consommer en termes d'interface. Donc, on est vraiment sur une dynamique de simplicité parce qu'on veut développer une saine et une importante adoption de ce type de technologie. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, question suivante. Combien de temps faut-il pour mettre en place ce type de solution? Bon, je crois que je vais reprendre aussi la main. Très bien, merci. Alors moi, là, pour le coup, la réponse, elle est pas binaire. C'est pas simple, pas simple, etc. Ça dépend vraiment des sujets. Ça dépend des sujets. Mettre en place un bot qui est intelligent et qui est capable de ne pas s'arrêter à la deuxième question et rebasculer sur le call center ou des choses comme ça, des choses que nous vivons dans notre vie de tous les jours, je dirais, quand on a affaire à des services de type téléphonique ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est mis en œuvre extrêmement rapidement. Et au-delà d'être mis en œuvre rapidement, c'est aussi quelque chose où on va se focaliser sur la pertinence en fait des questions-réponses. Donc le travail, donc il y a une logique d'apprentissage sous-jacent. Donc vous pouvez aller vite sur la mise en place d'un dialogue et ensuite faire évoluer ce dialogue. Donc en fait, il n'y a pas de perfection dès le premier run, si j'ose dire, mais une évolution qui nécessite par petites touches, mais jamais de manière extrêmement longue, la mise en place de ce type de dialogue. Ensuite, bien sûr, quand on va parler d'extraction de connaissances, ça peut être l'extraction de connaissances correspond à des techniques de taxonomie, de langage. Là, ça demande un tout petit peu plus de temps. Puis ensuite, il y a la construction des modèles. Et il y a des modèles qui sont relativement simples, des données qui sont déjà toutes préparées. Ça peut aller vite, mais en revanche, et vous maîtrisez vos données. Donc, dans une certaine mesure, on peut très bien s'inscrire sur cette logique-là. Et puis, si on commence à élargir sur des socles de données très, très larges, et là, ça peut demander un peu plus de temps. Mais je pense que Vincent aura un éclairage, à mon avis, intéressant vis-à-vis de ça, notamment. Il y a deux éléments, effectivement, sur cette thématique de socle. Il y a l'implémentation et l'infusion de ces technologies dans vos solutions en tant que telles, qui va prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de modules et de services qui fait sens pour vous, de voir comment, en fonction de votre application, ça peut s'encapsuler ou autre. Par contre, là où le temps d'adoption, et ça rejoint la première question, il est plutôt court, c'est ça a été mis en musique et les éléments sont connectés. Là, je peux directement et très facilement commencer à concevoir des modèles, les faire tourner, automatiser cette thématique-là, parce que dans nos plateformes technologiques, tout est déjà pré-câblé et on est un gain de temps non négligeable sur de l'usage de ces technologies-là pour des éditeurs de logiciels. Très bien, merci. Merci à tous les deux. Alors, vous parliez tous les deux de modèles, justement. Alors, la question suivante, y a-t-il un accompagnement pour la construction des modèles et le déploiement? Alors, la réponse est oui. On a des équipes de type que nous, on appelle Expert Lab, qui peuvent vous accompagner dans des approches de type projet. On est également capable, et dans mon organisation, j'ai un certain nombre de ressources pour travailler avec vous dans des cadres de type MVP, de se dire est-ce que ça fait sens d'implémenter ce type de technologie dans mon application? Et on peut aller d'une approche de design thinking, pensons qu'est-ce qui fait sens en fonction de moi, éditeur de logiciels, ce que je veux avoir, quelle est ma roadmap fonctionnelle de ma solution, et quelles sont les technologies IBM qui vous permettraient d'accélérer votre roadmap technologique. Se dire, OK, il y a ça qui est intéressant, ça qui est intéressant. On va prototyper l'implémentation de ce cas d'usage-là pour vous permettre de confirmer ce que Thomas, Pascal et moi vous avons dit sur les technologies, sur la facilité d'usage et autres.
dans un certain nombre de cas, valider le cas d'usage. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça amène la bonne expérience utilisateur auprès de vos utilisateurs finaux ou de vos data scientists, suivant les cas d'usage qu'il va y avoir? Et derrière, reprendre la partie expert lab que j'évoquais pour, on part en projet, vous implémentez réellement dans votre solution telle ou telle technologie, puis après on peut y aller de manière complètement itérative et vous accompagner sur le long terme. Donc la réponse est oui, et avec différentes facettes. Merci Vincent. Alors, question suivante. Alors, tu parlais de trust tout à l'heure. Donc, comment Watson garantit-il la transparence et la responsabilité en matière d'IA? Vincent, je pense que tu peux prendre la question, là. C'est dans la continuité. Hein, Ouais, je vais prendre la question. Alors, sur la partie data science, on a, et sur l'IA au sens large du terme, très tôt, et les premiers topos qu'on a fait sur cette thématique de transparence et de confiance de l'IA remontent maintenant à 2017 à Davos, donc c'était à peu près cette période-là de l'année. Et on a souhaité aligner nos convictions avec des apports technologiques, ce que je vous ai évoqué là. Dans chacune de nos solutions, suivant le sens qu'elle va faire, si je suis en data scientist, on va plutôt fournir des toolkits pour amener des thématiques autour de la fairness, de l'explicabilité, de la robustesse, de la transparence. Dans des solutions comme Watson Assistant ou d'autres, des approches de moi, utilisateur de ces solutions, alors utilisateur, les différentes typologies d'utilisateurs, je vais avoir dans une certaine mesure la capacité de comprendre pourquoi le système me fournit ça. Donc on amène les capacités à, je fais de l'IA à façon, je peux, dans cette IA que je vais concevoir, moi, éditeur de logiciel, vous amener tout ce qui va bien pour faire de la transparence. Et l'autre, c'est j'ai des solutions pré-entraînées, pré-packagées. Je vais m'appuyer sur ces briques-là pour amener cette notion de transparence également. Comment on accompagne les choses. Ouais, je voudrais rajouter un dernier point qui est un point de perspective dans les années qui viennent. Les gouvernants, les gouvernements sont en train de penser en fait à cette logique de mettre en place un cadre juridique autour de l'IA. L'Europe est en train d'écrire un texte autour de l'IA de confiance et qui sera imposé en fait comme une réglementation potentiellement à l'ensemble des entreprises dans une perspective d'écriture de la première version de ce texte l'année prochaine. Ça va imposer en fait aux entreprises d'avoir cette logique de confiance autour de l'IA, donc tout ce dont Vincent vous a expliqué. Tout ce que Vincent vous a expliqué. Et donc, ça va vous obliger, entre guillemets, au-delà comme étant fournisseur, comme vous étant fournisseur d'applicatifs qui peuvent embarquer des modèles d'IA, ça va vous obliger, si vous voulez, à mettre en place les mécanismes d'extraction de l'explicabilité de vos algorithmes et modèles. Et c'est en ça aussi que la logique de l'IA de confiance, telle que Vincent vous l'a présentée, est quelque chose d'important. Parce que ça va être demandé aux entreprises et les entreprises vont le cascader sur les éditeurs de logiciels. C'est effectivement de la perspective pour demain, mais il faut en être conscient. Très bien, merci à tous les deux. Et toute dernière question, je pense que celle-ci, Pascal, tu pourras facilement y répondre. Avez-vous des exemples de métriques pour une tarification ESA pour l'IA? Alors, très bonne question. Alors, si on revient tout à l'heure à ce que je présentais autour de l'ESA, je disais que le contrat ESA, c'était un contrat qui était particulièrement adapté aux éditeurs de logiciels, qui était innovant, qui était flexible. Et effectivement, dans le cadre de tous les logiciels que Thomas et Vincent vous ont présentés autour de l'IA, eh bien, on a la possibilité, dans le cadre d'un contrat de type ESA, d'utiliser un nouveau type de tarification qui est ce qu'on appelle le pourcentage of revenu. Donc, le principe, c'est que vous vendez votre logiciel à un certain prix auprès de vos clients
et de l'autre côté, vous payez à IBM un pourcentage de ce chiffre d'affaires. Donc, et le montant de ce pourcentage, bien entendu, a été défini en amont de discussion lorsqu'on bâtit le contrat ESA avec vous. Et ce pourcentage, il dépend principalement du niveau d'engagement, du montant de business que vous allez engager avec IBM autour de l'IA. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement flexible, d'extrêmement transparent. On parlait de confiance dans l'IA. Là, c'est vraiment de la transparence des prix. Vous vendez 100, eh bien, il y a un certain pourcentage de ce montant que vous reversez à IBM. Donc, on n'est pas du tout lié à des métriques techniques qui pourraient être un peu ambiguës, un peu compliquées. On est vraiment dans de la simplicité, dans de la transparence et c'est vraiment une innovation qui est associée à l'IA et vraiment à tous ces produits d'IA qu'on peut commercialiser de cette façon auprès des éditeurs de logiciels. Très bien, merci Pascal. Donc, le mot-clé, flexibilité. C'est noté. Bon, en tout cas, encore une fois, merci à tous pour ce webinaire très, très intéressant ce matin. Je te laisse la main, Marc. Mon micro, peut-être. Ton micro, Marc. Un autre, Marc. Ah, exactement, effectivement. Je voulais pas. Voilà, donc c'était juste pour vous remercier à tous, Pascal, Vincent, Thomas, de votre participation à ce webinaire. Comme je vous le disais, donc, vous connaissez VMark parce que vous êtes déjà client ou vous ne connaissez pas VMark. De toute façon, nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour faire la liaison avec IBM. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers Linda. Nous ferons tout ce qu'il faut pour vous satisfaire vers votre approche, vers l'intelligence artificielle. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite, il est l'heure de déjeuner, donc je vous souhaite un bon appétit et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.